Moi, c'est Arthur Guillet. Et en fait, l'idée d'entreprendre, elle m'est venue pendant mon cursus de BTS à l'ECIT. Et en fait, pendant ce cursus, on avait une intervenante en management qui s'appelait Madame Claire Edouard. Et en fait, elle parlait de tout ce qui était autour de l'IT. Et que l'IT, c'était vraiment une occasion, une opportunité pour entreprendre dans l'informatique et découvrir ce milieu-là parce que c'est vraiment justement cette idée d'entreprendre qui permet de développer ses compétences et de progresser. Et pour moi, justement, l'idée, elle a émergé à ce moment-là. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas justement assembler les deux pour permettre de développer mes compétences, c'est-à-dire en fait de proposer mes premières compétences que j'avais apprises pendant mon cursus à des clients sur les plateformes, parce que vraiment, avec Internet, on a vraiment la disponibilité de trouver des relations avec des clients et de proposer nos premiers services. Et à ce moment-là, de monter en compétences parce on va faire face à des difficultés et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et du coup, pour compléter un petit peu, c'est vrai que l'avantage qu'on a en entreprenant, et c'est pour ça aussi que l'idée nous est venue d'entreprendre, c'est que quand on apprend des nouvelles choses, c'est bien, mais les technologies sont déjà appliquées dans les entreprises existantes. Nous, l'idée, c'est de pouvoir proposer des nouvelles technologies, donc des nouveaux projets, dans des entreprises, enfin, à des nouveaux clients. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi comme ça que nous est venue l'idée, et vu qu'on est assez complémentaires, on a pu essayer une nouvelle chose, et c'est comme ça que nous est venue l'idée de nous associer et d'entreprendre ensemble. Lui, il est plus orienté développement, donc back-end et front-end. Et moi, je suis plus orienté système et réseau. Et donc, du coup, à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas discuter pour mettre à profit nos compétences et ensuite de les proposer à des clients au quotidien. C'est ça. Voilà. Et même en termes de tempérament, que ce soit pour la relation clientèle, j'ai une certaine appétence commerciale, etc. Je suis issu de formation commerciale, donc ça aide aussi. Et c'est vrai qu'en termes de tempérament, on s'entend bien, et donc on s'est très vite, très bien entendu sur ça, et donc on a pu évoluer ensemble. C'est arrivé très vite en fait, la notion de ami d'entrepreneuriat est arrivée C'est ça. extrêmement vite. En fait, pour un peu résumer, c'était pendant notre première année de BTS, on s'est rencontrés, on a échangé justement sur les sujets qui étaient orientés informatique, très informatique au départ. Et ensuite, on s'est un peu construit une amitié. Et à ce moment-là, la seconde année de BTS, où vraiment Madame Claire Edouard nous a vraiment poussé vers cette caractéristique d'entreprendre. Et à ce moment-là, on s'est regardé, on s'est dit pourquoi pas essayer et voir ce que ça peut donner à ce moment-là, et on s'est lancé. Cette entreprise, techniquement, c'est deux entreprises individuelles, donc Erwan Clou, Arthur Guillet, et la marque Sokabi, du coup, qui nous regroupe, nous deux, qui deviendra la société future qui nous regroupera. Et c'est comme ça que seront lancés nos services, nos offres, nos packages. Et du coup, cette marque s'est lancée dans l'idée de proposer des offres clés en main pour les entreprises, mais qui ont un réel sens, pas dans un sens où on va arriver avec des grosses ESN qui vont absolument vouloir vendre le gros billet, mais du coup, comme on pourra le voir plus tard, ça aura un vrai impact, les offres qu'on proposera sur différents aspects. Déjà, nous, notre matériel à nous pour faire des petites expérimentations, pour essayer des choses, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être obligatoire, dans le sens où il y a les plateformes cloud qui existent maintenant, qui sont largement développées, et les clients, quand on va développer quelque chose, c'est pas chez nous que ça sera hébergé, ça sera chez eux, en tout cas pour la plupart des clients. Et en termes de lancement, on est parti sur des plateformes de freelancing, donc il y a Malte, Coder, etc. Et c'est là où on fait les premières prospections. Et après, au fur et à mesure, là, ce qui est assez important, c'est de fidéliser le client en fait. Et donc, c'est comme ça que va fonctionner. On va fidéliser le client et puis élargir le réseau. Parce qu'un client peut en ramener un autre, ou alors il va revenir régulièrement, etc. Et donc, c'est comme ça que le lancement s'est effectué. Moi, pour un cas concret, c'est que j'ai réussi à négocier avec un client la reprise d'une infrastructure qui est existante, qui était chez OVH.
Et en fait, en reprenant, j'ai vu qu'il y avait énormément de points d'amélioration. Donc, ce que je lui ai proposé dans un premier temps, c'est de lui faire un audit de son infrastructure à ce moment-là. Et je lui ai fait ensuite une exposition pendant un petit call de tout ce qui allait pas, les points à améliorer. Et moi, à ce moment-là, du coup, je lui ai proposé mes idées et comment on pouvait les fixer pour améliorer vraiment son infra et qu'il devienne plus performant, lui, dans son métier, dans ce qu'il apporte comme valeur à ses clients. Donc, c'est comme ça qu'on a pu apporter vraiment nos compétences et progresser. En termes de défis, il y en a plusieurs que, que moi en tout cas j'ai constaté et qui je pense sont communs à beaucoup, surtout dans le domaine du numérique et dans l'informatique. Les informaticiens ne sont pas réputés pour avoir une bonne communication, concrètement. Et donc le défi c'est communiquer avec un client. C'est-à-dire que la prospection, c'est pas quelque chose qui est inné, qui est inné chez personne. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des études dans le commerce. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un premier défi pour nous parce que on ne savait pas forcément faire. Même si j'avais fait des études, comme j'ai évoqué plus tôt, j'avais déjà un petit bagage dans la partie commerciale. On ne nous apprend pas à aller prospecter un client qui veut juste redévelopper une application. Donc forcément, ça a été un premier défi pour nous qui a été à résoudre. Au début, on s'est pris beaucoup d'échecs, beaucoup de vent. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à bien se passer. Et puis au final, ce qui ressortait le plus à la fin, c'était pourquoi on vous a choisi, parce que vous communiquez bien, parce que vous vulgarisez bien ce que vous allez faire. Et après, le second défi que je trouve qui est compliqué quand on commence à entreprendre, c'est savoir dire non. C'est-à-dire quand un client va trop loin, vu qu'on a peur d'être dépendant de ce client, savoir dire non, ça va trop loin sur un désaccord, sur par exemple, il a payé, donc je continue de faire ça même si c'est en dehors du périmètre. Moi, je sais que j'ai eu plus ce souci-là, vu que sur certains clients, on se les partage pas entre guillemets, vu que c'est pas les mêmes activités avec Arthur. Moi, j'ai eu ce souci, Arthur un peu moins, mais je sais que ça, c'est une difficulté que j'ai eue aussi. Peut-être que tu as aussi des expériences à partager. Ouais, justement, moi, c'était toute ma difficulté, c'était la communication parce que j'en avais pas du tout. Et j'avais mon appui avec Erwan qui lui en avait un peu et justement il savait rebondir sur la relation client que moi où j'étais un peu dans le feu, on va dire. Et ça m'a permis un peu de progresser justement, c'est comme on en revient au départ, c'est qu'à ce moment-là j'ai pu progresser dans ma communication et améliorer ce point-là pour développer mon réseau de clients. Et après justement, comme il l'a dit, c'est que certains clients en fait ils se voient dans un futur où en gros tout est parfait, tout se fait à des tarifs vraiment pas chers du tout, alors qu'ils oublient que vraiment l'informatique c'est quand même un cœur qui coûte assez cher et que du coup il faut les faire un peu redescendre sur terre. Et à ce moment-là, les faire redescendre sur terre, ça devient très compliqué parce que on n'a pas forcément l'appétence pour leur dire c'est stop, là tu t'embarques dans un truc qui va te coûter des millions et qui ne fonctionnera pas comme tu le souhaites. Parce qu'en fait, le problème qu'ont certaines entreprises et même beaucoup d'entreprises, notamment historiques, donc qui commencent à avoir un peu d'âge, c'est que pour eux, l'informatique, c'est du produit ou du service. Ils ne prennent pas en compte que c'est du temps, en fait, c'est du temps de travail. Mettre en place une infrastructure, c'est des heures de travail, mettre en place, développer, etc. C'est des heures de travail. Et du coup, ils pensent qu'ils vont payer, je paye un produit. Et ils ne pensent pas qu'ils vont payer les heures de travail derrière. Et c'est là toute la différence et tout le défi pour faire comprendre aux entreprises que c'est ça qui paye. Et c'est aussi pour ça qu'il y a certains clients qui ne sont pas prêts à payer. Et au début, vu qu'on voulait absolument des clients pour élargir le réseau et pour obtenir une crédibilité, on était prêt à faire des concessions sur ça. Et plus on avançait dans le temps, plus on éliminait ces concessions pour pouvoir aller sur des clients qui étaient compréhensifs. On leur expliquait, s'ils ne comprenaient pas, on leur expliquait. Si ça se passait bien et donc on travaillait ensemble, sinon ça se passait pas. Et fort heureusement, beaucoup d'entreprises maintenant comprennent l'enjeu du numérique et comment ça fonctionne en entreprise. J'ai attrapé un appel d'offres en fin d'année pour le gouvernement
pour refaire un site complet du gouvernement, toute l'architecture du site, etc., tout l'hébergement du site. Et pour ceux qui connaissent les appels d'offres du gouvernement, c'est tout un casse-tête. Et j'étais très heureux. Et c'est là où je me suis dit, j'ai travaillé pour un ministère et c'est un... Pour le coup, là, je me suis dit, c'est pas un boss final, mais on est quand même sur un sacré succès et ça montre que on rentre quand même sur des clients qui commencent à être importants. Moi, je veux juste rebondir sur Il a attrapé. Ah, j'ai un peu des doutes sur Il a attrapé, c'est plutôt moi, je l'ai poussé à l'attraper parce qu'il m'a dit ah, je sais pas si je pourrais avoir les compétences, la communication avec ce client pour l'avoir. Et au final, à le pousser dans ses retranchements, il l'a finalement fait et ça a payé. Donc du coup, Je l'aurais pas fait s'il avait pas insisté. voilà. Parce que j'étais déjà sur un autre projet et j'ai dit, je sais pas, je le sens pas, le client m'inspire pas confiance. Et puis, parce que du coup, c'était pas un appel d'offres en tant que tel, c'était d'abord le gouvernement qui lui a posté une annonce. Et donc, il m'a envoyé plusieurs fois l'annonce en me disant, mais si, postule. Et moi, je disais, non. Ça coûtait rien, il ne fallait pas douter, on s'en fiche. Si c'est un projet qui lui plaisait et qui pouvait rentrer, on va dire, entre guillemets, dans ses compétences, il fallait y aller et tester, voir s'il y avait. Enfin, il fallait surtout creuser pour savoir s'il y avait un truc intéressant à faire, quoi. Donc, ouais, je l'ai poussé. Donc, c'est là où du coup, on retrouve encore cet effet duo qui permet de du coup, se tirer tous les deux vers le haut à ce niveau-là. Bah, là, le premier développement d'un site web complet, donc Ouais. un WordPress à refaire complètement avec un client, avec l'hébergement en plus. Donc vraiment, lui, il avait la partie, on va dire, du coup, front-end et back-end à faire, et moi, j'ai récupéré la partie hébergement. Donc c'est vraiment à ce moment-là où c'est le premier succès dans le sens où, en gros, on a pu mettre nos compétences tous les deux sur un même projet. Et c'est vraiment l'élément déclencheur qui montre que notre idée de se mettre en duo fonctionne parce qu'on a pu apporter tous les deux nos compétences sur cette première thématique. Et on a pu surtout vendre une offre package, c'est-à-dire qu'on a vendu un site et hébergement, infogérance, etc. Ce qui fait que le client, du coup, il est fidèle depuis le lancement de l'entreprise. Et ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir du client qui est fidèle, régulier. Et surtout, ça enlève le stress aussi de devoir prospecter tout le temps pour les nouveaux clients. Mm. Et pour enchaîner sur un autre succès, moi j'en avais un autre en tête, c'était quand on avait travaillé avec une école, la première école avec laquelle on avait travaillé, c'est là où je me suis dit, c'est du concret parce qu'on est allé, c'est la première fois qu'on allait chez un client en physique dans une entreprise, donc du coup on voyait des employés, on voyait des gens, on était en train d'installer du matériel. Et en fait, c'était assez impressionnant parce qu'on installait du matériel dans une école où les étudiants avaient notre âge en fait. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et ça peut paraître tout bête, mais j'ai trouvé que c'était un sacré succès où on se dit, enfin je me suis dit, bah on a fait ça quoi. Les gens ont notre âge et eux ils sont en train de, ils sont juste dans la cour de récré et nous on est en train d'installer leur matériel réseau pour qu'ils aient un bon wifi dans leur école. En termes de sociétal, déjà, on essaye maintenant, on intègre uniquement du cloud souverain, c'est-à-dire qu'on n'utilise que de l'hébergement français. On ne veut absolument pas passer par de l'hébergement autre, même si des fois ça peut coûter plus cher. On veut absolument rester sur de l'hébergement français, ou s'il y a des besoins spécifiques européens, que ce soit en termes de RGPD déjà, mais surtout parce qu'on croit au fait qu'on a les capacités en France et en Europe à faire de l'IT qui est fonctionnel, qui est utilisable et qui est durable, et qu'il n'y a aucune raison d'aller alimenter les GAFAM à l'extérieur si on a les compétences chez nous, et que plus on apportera de bénéfices entre guillemets aux entreprises françaises et européennes dans l'IT, plus leurs services pourront se développer, puisque c'est comme ça que de toute façon se sont développés les GAFAM. Donc en termes sociétal, c'est le principal impact en tout cas que je verrai. S'il y a un conflit mondial encore plus important qu'il l'est déjà sur certains aspects, si on dépend justement principalement d'un pays sur lequel on doit se reposer, le jour où ça vient à péter, nous, on est mort dans cette situation. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde, tous les métiers tournent autour de l'informatique, c'est-à-dire que si, on va dire concrètement, les États-Unis nous coupent l'informatique, c'est-à-dire les GAFA, Microsoft, Google, tout ça, s'ils décident de tout couper, nous, on est chaos technique, on n'a plus rien pour se défendre et
Et on n'aura que nos yeux pleurer parce qu'on aura plus d'informatique, parce qu'on dépend trop d'eux à ce moment-là. Et c'est justement cette idée de réimporter un peu tout ce qui est parti là-bas vers chez nous parce qu'on a les compétences et on est en capacité de le faire. Il faut juste arriver à concrétiser, à montrer qu'on en est capable auprès des clients. Le numérique qui domine cette surconsommation et qui, d'autant plus avec l'IA, l'explosion de l'IA, il y a des data centers qui sont construits dans tous les sens pour faire de l'entraînement et qui consomment des quantités d'énergie astronomiques, surtout dans des pays où des fois on n'est pas au nucléaire, on est sur des centrales à charbon qui sont vraiment des usines à CO2. Et en fait, déjà de pouvoir ramener ces données, enfin tout cet aspect en France, ça permet déjà de localiser et d'éviter de délocaliser. Et tout simplement, ça évite, par exemple, quand on clique sur une donnée qui est par exemple hébergée aux États-Unis, elle fait le tour du monde cette donnée, donc elle passe dans plusieurs data centers. Ça fait une consommation minime, mais il y a tellement un flux de données qui est énorme entre les deux pays. Ça fait qu'on se retrouve avec une consommation inutile qui pourrait être déjà localisée en France. Et ça diminue déjà le temps de latence, donc ça améliore, on va dire, un peu la stabilité, la fluidité de la donnée. Et ça permet de réduire aussi par logique un peu l'émission de CO2. Donc à ce moment-là, de relocaliser certaines applications, certaines données, permet déjà de diminuer dans une partie un peu la partie CO2. C'est ça. Et en termes d'environnement, ce qu'on essaye de faire sur déjà nos parties serveurs où on gère entre guillemets vraiment la partie matérielle, on prend des serveurs où en fait on a des alimentations qui ne sont pas superflues, c'est-à-dire que on retrouve des serveurs qui consomment 3000, 4000 watts, mais en fait pour rien. Moi typiquement, j'ai un serveur de production, ça tourne en fait à 60 watts. Arthur, il a un serveur qui tourne de manière légère. Et sur les serveurs cloud qu'on prend, on essaye de prendre des serveurs qui sont bien dimensionnés. Pas sous-dimensionnés si le client a besoin de scaler, mais trop surdimensionné, ça ne sert à rien, puisqu'au final, on va consommer plus, et ça, c'est inutile. Et encore une fois, si tout le monde fait ça, et ben en termes d'écologie, c'est un désastre. Et quand on peut, ce qu'on essaye de faire, et c'est aussi le principal qu'on pense, c'est le plus intelligent, c'est mutualiser les services. C'est-à-dire que ça demande un effort en plus en termes de sécurité, mais par contre, ça fait qu'on a besoin de moins de serveurs, de moins de multiplication de serveurs, mais du coup, on consomme beaucoup moins, parce qu'un seul serveur plus puissant consommera moins que 3 serveurs moins puissants. Et hormis la partie serveur, on oublie trop souvent, on néglige trop souvent en termes de développement une optimisation de code. La Société Générale, par exemple, avait lancé il y a quelques années un défi sur ça, d'optimiser un de leurs outils qu'ils avaient fait exprès de pas du tout optimiser. Et en fait, on voyait bien qu'entre un outil optimisé et pas du tout optimisé, l'émission de CO2, on pouvait la diviser par 10. Et donc, optimiser le code d'un outil, en fait, ça va le rendre beaucoup plus léger, beaucoup moins puissant, beaucoup moins énergivore. Et donc, typiquement sur des outils comme Office 365, Outlook, etc., on voit très bien que c'est pas du tout optimisé. C'est des outils très lourds qui mettent beaucoup de temps à charger en ligne. Et c'est des choses où en fait ça devrait être évité et on économiserait beaucoup d'énergie, on polluerait beaucoup moins avec des outils cloud optimisés. En tout cas, moi je vous remercie, c'était super sympa. Et avec plaisir pour refaire cette édition avec vous. Je dirais de même, et j'ai juste quelques mots à ajouter, c'est pour ceux qui veulent entreprendre, faut pas avoir peur, parce qu'il y en a beaucoup qui se freinent pour entreprendre. En fait, personne ne sait tout, et c'est normal, d'autant plus en IT où tout évolue tout le temps. Nous, on a entrepris parce qu'on ne savait pas tout justement, et c'est comme ça qu'on apprend en fait, c'est en tombant, et en fait on ne perd rien en entreprenant, on apprend forcément des choses. Et il faut essayer, quand on marche, enfin quand on apprend à marcher on tombe, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Et puis si on n'est pas fait pour, tant pis, mais au moins on se dira qu'on aura essayé. Et c'est d'autant plus quand on est jeune qu'il faut faire ça, parce que quand on est plus âgé, quand on a moins de temps, forcément plus de responsabilités égale l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué. Là on a la jeunesse, on a la vigueur, on a moins de fatigue, donc il faut essayer, il faut se jeter dans le bain, et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc le mot de la fin, c'est essayer.